Alors, nous allons commencer la première table ronde de cette matinée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. On espère qu'il y aura plus de monde tout à l'heure. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais que voilà, l'introduction va permettre aux gens d'arriver, parce qu'il y a effectivement énormément de monde sur le salon. Donc, ce serait bien que certains viennent ici, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire très importantes. Voilà, donc c'est la première table ronde, la table ronde d'ouverture du salon Choisir le service public. Donc, c'est la troisième édition, ça a déjà été dit aujourd'hui, après sa reprise en 2023. Édition qui revêt une dimension toute particulière cette année, puisque le salon est organisé donc au sein d'une université, l'université Paris-Nanterre, pour toucher au plus près les jeunes en particulier. Et ce lieu symbolise aussi la volonté du gouvernement, ça a été dit tout à l'heure par les interventions des ministres, volonté du gouvernement de davantage rapprocher les universités des formations qui mènent à la fonction publique, puisqu'ouvrira à la rentrée prochaine donc un nouvel IRA, Institut régional d'administration. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Il s'agit de vous montrer toute la diversité et la richesse des métiers de la fonction publique, que vous soyez étudiant, alors je pense qu'il y a une majorité d'étudiants, mais aussi en recherche d'emploi ou agents en mobilité, car la fonction publique recrute et propose de nombreuses possibilités, de beaucoup plus d'opportunités d'ailleurs que vous l'imaginez, tant en termes de métiers que d'évolution de carrière. On est loin en réalité des clichés et des reçus régulièrement véhiculés. On parle beaucoup d'emploi à vie, de rigidité du statut, loin également des clichés sur le trop grand nombre de fonctionnaires qui revient en permanence, en particulier quand il s'agit de réduire les dépenses publiques, notamment en ce moment. Alors, ces clichés qui ont la vie dure et qui ne correspondent pas aux attentes des jeunes générations, et les contraintes budgétaires peuvent peut-être expliquer la perte d'attractivité dont souffre la fonction publique depuis quelques années, mais on est là pour y remédier. On entend régulièrement parler de concours qui ne font pas le plein et de postes qui restent à pourvoir, mais la fonction publique, ça a également été dit en introduction, comporte plein d'atouts et est aujourd'hui plus que jamais à la croisée des chemins. Tout d'abord, elle occupe une place toute particulière en France, avec 7,7 millions d'agents publics répartis sur 3 versants, ce qui représente un emploi sur 5, ce qui est énorme, on ne s'en rend pas toujours compte. Ensuite, elle reste nécessaire à la bonne marche de notre société, et on l'a vu lors de la crise sanitaire, car elle doit s'adapter à l'évolution de sa société et relever des défis de plus en plus importants. Défis économiques et budgétaires, bien sûr, faire mieux avec moins, mais aussi rendre l'action publique plus efficace. Défis écologiques et numériques, de plus en plus, avec d'ailleurs un besoin de compétences de plus en plus pointues, qui ne sont pas toujours connues du grand public et des jeunes, et défis sociétaux, éducation, vieillissement de la population. Et puis, il faut aussi le rappeler, la population française reste profondément attachée au service public, et il y a une attente très forte en matière d'amélioration de la qualité de ces services, d'où l'intérêt d'intégrer la fonction publique pour répondre à ces attentes. Alors, la fonction publique se modernise donc et s'adapte en permanence. Le statut ne cesse d'évoluer, loin de la rigidité qu'on lui prête. Les conditions de recrutement aussi évoluent en permanence, les conditions de travail aussi. On peut parler de télétravail, d'évolution du management. Et bref, n'oublions pas que les administrations, finalement, sont des employeurs presque comme les autres, qui regroupent en tout plus de 1000 métiers, qui offrent une grande diversité de domaines et de niveaux de qualification pour accompagner les réformes et les politiques publiques, pour relever les défis que je viens de citer, pour répondre aux besoins des citoyens au plus près des territoires, des métiers qui ont du sens et sont à même de répondre à la volonté d'engagement portée par les jeunes générations. Alors, ce sont tous ces aspects que nous allons aborder avec nos 5 intervenants, que je vais citer par ordre alphabétique. Alors, Isabelle Braun-Lemaire, bonjour, merci d'être parmi nous. Vous êtes déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, la DIES. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes dans la fonction publique, mais voilà, on va y arriver. Yannick Giraud, vous êtes directeur de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques, mais aussi et surtout président du réseau des écoles de service public, le RESP. Mathilde Icard, vous êtes chef du service de la synthèse statutaire du développement des compétences et de la donnée à la DGAFP, donc la Direction générale de l'administration de la fonction publique organisatrice du salon. Zéna Briette, vous êtes déléguée de la Fédération hospitalière de France, la FHF, donc qui représente les employeurs de la fonction publique hospitalière. Thierry Sénamo, vous êtes directeur de la FNCDG, la Fédération nationale des centres de gestion,
pour représenter la fonction publique territoriale. Alors nous verrons dans un premier temps que signifie concrètement choisir le service public aujourd'hui, puis dans un second temps les opportunités qu'offre la fonction publique et bien sûr les différentes voies d'accès. Après quoi, vous pourrez poser vos questions. On aura un petit temps de questions-réponses, donc il ne faudra vraiment pas hésiter, puisque là, vous avez quand même un beau panel à votre disposition. Et à noter enfin, pour ceux qui veulent un peu plus creuser chacun des versants de la fonction publique, que seront organisées 3 tables rondes cet après-midi à partir de 13h sur chacun des versants, donc fonction publique de l'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. Alors, donc nous allons commencer la première séquence. En quoi choisir le service public a aujourd'hui plus que jamais du sens et qu'est-ce que cela signifie. Donc nous allons commencer avec vous, Mathilde Icard, en tant que représentante de la DGFP, qui se veut être un peu la DRH de la fonction publique. Donc on l'a dit, la fonction publique occupe une place toute particulière en France. 5,7 millions d'agents, c'est quand même c'est énorme. Comment expliquez-vous cette sorte d'exception française et sa pérennité également? Merci. Bonjour Clarisse, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Merci aussi aux organisateurs qui ont fait en sorte que ce soit une réussite, puisqu'il y a déjà plus de 5000 personnes inscrites ce matin et d'autres qui vont nous rejoindre cet après-midi. Alors, vous commencez par une question qui est difficile. Je pense que ça pourrait être une question aussi pour une évaluation de fin d'année au sein de l'université Paris-Nanterre. Vous dites 5,7 millions, c'est énorme. La fonction publique, en fait, elle occupe une place à la hauteur des missions qu'elle réalise, de l'intérêt général qu'elle poursuit. Et donc, c'est en effet, comme vous le disiez, un emploi sur 5 qui est dédié en France à ces missions de service public au travers de ce statut de fonction publique. Nous avons tous des métiers différents. Le ministre Marc Angeli l'a rappelé, plus de 1200 métiers dans l'ensemble de la fonction publique, mais il y a quelque chose vraiment qui nous unit tous et toutes, c'est que nous répondons à des enjeux, à des missions d'intérêt général. Et ce qui fait, puisque vous me posiez cette question de la spécificité française, ce qui fait vraiment le lien, c'est ces missions d'intérêt général et donc un statut qui est conçu, un statut, donc une sorte de convention, notre convention collective pour la fonction publique, qui est conçue pour répondre à ces missions d'intérêt général avec des devoirs, des obligations spécifiques et une relation qui dépasse la relation bilatérale comme on peut le connaître dans le secteur privé. Donc moi j'ai souvent l'habitude de dire, comme certains l'ont dit auparavant, qu'en tant qu'agent public, on a des hauts devoirs à la hauteur justement de l'intérêt général auquel on contribue. Sur l'exception française, c'est un sujet vraiment complexe en effet. Je peux dire que la France, comme chacun des pays, a une histoire et que ce statut et ce modèle de fonction publique riche et diversifié a été construit au fil de l'histoire. Et c'est aussi, je crois, mais c'est un point de vue personnel, c'est ce qui fait que ce modèle très ancien et pérenne aujourd'hui, c'est-à-dire répondre à ces questions d'intérêt général tout en s'adaptant en continu aux besoins de la société française. Quand on regarde, il y a peut-être des étudiants en droit ou en sciences politiques, quand on regarde le statut de la fonction publique, c'est un statut qui a beaucoup évolué depuis on va dire, sa création historique en 1946 et ça fait partie du cadre juridique qui a le plus évolué en fait en France pour répondre justement aux besoins, se moderniser en continu. Et je crois que c'est aussi ça qui contribue à sa pérennité.
On a lancé au sein de la DGAFP une enquête auprès de nos homologues européens, donc le réseau européen des administrations publiques en 2022, pour justement essayer de bien comprendre ce qui à la fois nous rapprochait et peut-être ce qui faisait chacun qu'on a des spécificités. Et au-delà des modèles qui peuvent être différents, soit des fonctions publiques, je ne vais pas être trop précise, mais de carrière telles qu'on les a dans le modèle français et d'autres modèles qui se sont appuyés sur notre système, ou des fonctions publiques plus d'emploi. Ce qui vraiment nous réunit, ce sont des défis communs. Tous les pays européens ont répondu à notre enquête et tous ont répondu qu'ils avaient des défis similaires. Les enjeux de compétences, prendre en compte les compétences des personnes, les enjeux de construction de parcours, les enjeux d'évaluation, donc tous les sujets, vous êtes peut-être aussi en études en ressources humaines, tous les sujets qui marquent en fait l'évolution de la fonction RH, les enjeux de prise en compte des transitions, notamment la transition écologique dans la fonction publique, on pourra y revenir, de fidélisation, d'attractivité. Le salon aujourd'hui répond à cet enjeu de mieux faire connaître la fonction publique, et les enjeux de prise en compte des nouveaux modes d'organisation du travail. Voilà, donc une exception française peut-être, bien qu'elle ait beaucoup inspiré de nombreux pays, mais des défis communs que je viens de citer et de hautes missions liées à l'intérêt général. Je vous remercie. Alors on parle beaucoup de défis et d'enjeux. On va d'abord parler des enjeux, j'allais dire, de la société extérieure à la fonction publique à laquelle elle doit répondre. Donc j'aurais aimé vous interroger à tour de rôle en tant que représentant des trois versants, Zéna Briette, Thierry Sénamo et également Isabelle Braun-Lemaire, sur la façon dont finalement chacun des versants répond aux enjeux actuels. Et après, nous aborderons les défis internes à la fonction publique. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et la formidable image de dynamisme que donne la vue de ce salon. Tout d'abord, dire qu'effectivement, le versant de la fonction publique, le versant hospitalier, est au cœur des enjeux de société. Et vous avez pu le voir, notamment avec la gestion de la crise sanitaire et la pandémie qui nous a frappés. Nous avons eu à cette occasion, et nous l'avons dit et nous continuons à le redire, le service public hospitalier, et en l'occurrence l'hôpital public, a joué le rôle de bouclier sanitaire du pays, et que par ailleurs, il est un élément de défense nationale et qui, à ce titre, doit être pris en compte. Mais au-delà de cet aspect, un autre aspect qui est un peu moins connu, c'est que le service public hospitalier a cette singularité d'offrir l'excellence pour toutes et pour tous, grâce à nos fleurons nationaux que sont les centres hospitaliers universitaires et à travers leur triple mission d'enseignement, de recherche et de soins. Et au-delà de ça, la fonction publique hospitalière, elle est porteuse d'une réponse permanente, partout sur les territoires, H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Alors quand on dit cela, on se dit, bon, mais si, c'est conséquent, il faut quand même le rappeler. La fonction publique hospitalière, c'est 1,2 million de personnes, et c'est quand même la composante majoritaire de notre système de santé. Et à ce titre, avoir à l'esprit que 60% des prises en charge en médecine, chirurgie sont assurées par l'hôpital public, donc des fonctionnaires, que 81% des passages aux urgences sont également assurés par le service public hospitalier, de la même façon que les activités de recours et d'excellence à 85% sont assurées par le service public hospitalier. C'est vous dire toute la singularité
que peut représenter le dynamisme de ce secteur. Alors les défis, au-delà de la crise sanitaire, vous le savez, nous avons le défi du vieillissement de la population, de l'explosion et du développement rapide des maladies chroniques. Selon ça, l'assurance maladie, les maladies chroniques pèsent pour 62% des dépenses d'assurance maladie. Et par ailleurs, après la crise sanitaire, nous avons vu à la fois, et c'est très bien, se lever le tabou de la santé mentale, mais en revanche, constater qu'il y a des besoins importants à la matière. Alors oui, le service public hospitalier se trouve au cœur des grandes transitions de notre temps. Le renforcement et la place du numérique, vous l'avez vu avec la e-santé, nous avons fait un boom phénoménal durant la crise. La transition écologique en santé, je rappelle que les hôpitaux pèsent, enfin le champ de la santé pèse pour 8% dans nos émissions à effet de serre. Et puis bien sûr, un virage essentiel pour nous, services publics hospitaliers, pour l'ensemble du système de santé, c'est que si nous voulons se doter et permettre de garder ce système de santé auquel la population est très attachée, il nous faut le rendre performant, responsable et durable. Et ça passe par, bien sûr, vous entendez parler aujourd'hui, d'ailleurs c'est d'actualité, de maîtriser les dépenses de santé. Ça passe bien sûr par un virage préventif essentiel, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Thierry Sénamo, pour la fonction publique territoriale qui doit répondre à des enjeux de proximité de plus en plus. Est-ce que ça marche ? Oui. Allez-y. Merci Clarisse. Oui, votre question portait sur le service public, ses enjeux et en quoi peut-il y répondre dans sa diversité. Vous avez cité, Madame, pas mal d'enjeux déjà qui traversent toutes les fonctions publiques et pas seulement d'ailleurs. Ce qui était intéressant aussi dans cette question, c'est la notion de diversité justement. Parce que la fonction publique territoriale, elle représente près d'1,9 million d'agents. Et sa diversité s'illustre aussi par la variété de ses métiers. Mathilde Icard a cité un nombre conséquent de métiers. Dans le versant territorial, c'est 250 métiers, avec tout de même une caractéristique essentielle, c'est qu'il comporte une majorité, 75% d'agents de catégorie C. Vous savez que la fonction publique est structurée. Les cadres intermédiaires, les catégories B représentent une quinzaine de pourcents et 10% pour cadres de catégorie A. Et c'est aussi une fonction publique qui a une moyenne d'âge relativement élevée. 48 ans, je ne devrais pas dire ça parce que je me vieillis moi-même, mais peu importe, ça signifie aussi qu'il y aura des opportunités à l'avenir, puisque forcément, il va y avoir des départs à la retraite. Ces départs à la retraite ont déjà commencé de façon massive. Et donc, les collectivités vont avoir besoin de remplacer ces agents, même si vous savez que les contraintes financières viennent aussi attirer l'attention des décideurs, des exécutifs locaux, des organes délibérants, sur le fait de contenir la masse salariale. Il y aura de toute façon des besoins importants à pourvoir. Et ça signale également un enjeu pour la fonction publique territoriale en matière de transition professionnelle et de maintien dans l'emploi. La fonction publique, c'est aussi un lieu où, je trouve, on fait attention aux agents et on prévoit des dispositifs destinés à les accompagner. On doit probablement concevoir la carrière, finalement avoir une conception très évolutive de la carrière. Une conception ab initio serait de voir par exemple à quel point, lorsqu'on occupe tel ou tel emploi, on est susceptible d'avoir un problème de santé, anticiper les transitions professionnelles qui ne sont pas un vilain mot, mais aussi des perspectives d'évolution de carrière. En termes de diversité, je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que la construction statutaire elle-même porte cette diversité, puisque le fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi. Et le grade est le titre qui confère à son titulaire, justement, vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Ça signifie que lorsque vous êtes, par exemple, attaché, vous pouvez occuper dans votre carrière différentes fonctions, et je n'ai pas pu résister au plaisir, si j'ose dire, de vous montrer l'actualité de la construction statutaire, qui n'est pas quelque chose de poussiéreux, mais qui au contraire quelque chose qui a connu de fortes évolutions tout au long du temps. Et par exemple, le statut de cadre d'emploi d'attaché énumère les fonctions que ce cadre de catégorie A peut occuper. Ça peut être par exemple l'élaboration à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sanitaires, sociaux, culturels, de l'animation, de l'urbanisme. Il peut se voir confier des missions
des études ou des fonctions comportant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, des achats et des marchés, de gestion financière, de contrôle de gestion immobilière, de conseil juridique, etc., etc. Il peut aussi occuper des fonctions de direction. Ce simple exemple illustre la diversité des fonctions que vous pouvez occuper lorsque vous intégrez la fonction publique. Et je pourrais répéter ça pour tous les cadres d'emploi, mais ce serait bien sûr lassant. Au-delà de ça, ce qui nous rassemble tous dans les trois versants, c'est, comme vous l'avez déjà souligné, le fait finalement de travailler pour l'intérêt général. Le service public, c'est une activité d'intérêt général assumée ou assumée par une personne publique. Et dans une vision classique, le service public est le meilleur instrument pour assurer la cohésion sociale. Donc les services publics de proximité, tout ce que vous vivez au quotidien dans les collectivités, s'adressent à vous et participent de cette cohésion sociale. Et les emplois de la fonction publique territoriale s'adressent à tous en fonction des domaines. Par exemple, services régaliens, on peut citer l'état civil, le recensement, les services à la population tels que la petite enfance, le développement et l'animation du territoire tels que l'urbanisme, la politique de la ville, etc. Enfin, dernière caractéristique importante et qui nous distingue en tant que versant, même s'il y a une unicité de la fonction publique, c'est que finalement la gestion des affaires locales est animée par un principe de libre administration des collectivités qui s'exerce certes dans les conditions prévues par la loi, mais qui montre la souplesse, l'adaptation et la faculté de développer des projets politiques au sens noble du terme sur le territoire via ce fantastique instrument qu'est la fonction publique territoriale. Je vous remercie. Isabelle Bonnemer, vous êtes déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. On a beaucoup parlé des enjeux écologiques et numériques. Et d'ailleurs, la DIES s'occupe de former notamment tous les cadres de l'État à ces transitions-là. Est-ce que vous pouvez un petit peu... Oui, alors d'abord, vous pouvez aller sur le site de la DIES et j'ai apporté les petites plaquettes. Je pense qu'elles sont disponibles sur notre stand 45. Voilà. Non, donc la DIES, merci pour l'invitation. La DIES, on s'occupe des cadres supérieurs de l'État et on s'occupe de les accompagner et de développer leurs compétences. Et parmi les compétences qu'on développe, alors il y a compétences managériales, il y a aussi une culture managériale et j'y reviens en 2 mots parce qu'elle traverse les versants. Vous savez qu'on ne réussira, je pense, à l'État et dans la fonction publique que si on se transforme. Et pour se transformer, il faudrait qu'on ait un peu plus de proximité, plus de simplicité et plus d'efficacité. C'est un vrai slogan. Il y a 3+. Et dedans, il y a, parmi les compétences qu'on développe, il y a aussi essayer de mieux intégrer la transition écologique et numérique. Et pour ça, on a fait une formation qui est inédite, une formation qui concerne 25 000 agents quand même, et qui est dans un format assez particulier puisqu'il est en présentiel et autour de 5 ateliers. Ça fait 24 heures, je crois. Je dis 25, mais je ne sais plus. 24 heures de formation avec plusieurs axes. La première, c'est comprendre. Alors pourquoi on donne, on a mis, c'est une énergie, il y a 1200 chercheurs quand même qui ont travaillé à cette formation, donc ça a un coût assez inédit aussi. Pourquoi on a mis on a fait un tel investissement? D'abord parce qu'on a un rôle d'exemplarité, vous l'avez cité, l'empreinte carbone dans les hôpitaux, elle est forte aussi dans d'autres secteurs, mais aussi parce qu'on pilote les politiques qui peuvent aider à la transition écologique et pour ça, il faut que tout le monde comprenne les enjeux. Et donc le premier axe de notre formation, c'est précisément de comprendre, de sensibiliser aux enjeux, sensibiliser aux leviers et aussi de suivre. Alors on impose, tout ça est obligatoire, on impose des conférences, débats, il y a ensuite des visites terrain et la dernière chose, c'est le passage à l'action, où là précisément on regarde qu'est-ce qu'on peut faire à mon échelle et qu'est-ce que je peux faire à travers les politiques que je porte ou les services publics que je porte. Donc on a fini la formation, on l'a même prolongée de 6 mois pour que tout le monde puisse accéder à, en tout cas, finir son cursus. On va passer la main à Mathilde, qui va former tous les agents de l'État après les cadres supérieurs. Et nous, on va mettre cette formation en récurrent dans le service, dans les écoles du service public. Vous avez vu la chaîne, dans les écoles du service public. Voilà. Pour la numérique, c'est un peu la même idée. On a aussi une gestion des compétences plus dynamique sur le numérique. On va dire que c'est pas la même, on part pas du même point.
pour la transition écologique, il y avait vraiment une initialisation, en tout cas, des compétences et des connaissances. Pour le numérique, qui est un peu différent. Je ne vais pas, compte tenu du temps qui passe, développer la partie numérique, mais en tout cas, si vous venez à l'État, vous êtes peut-être aussi aux avant-gardes en termes de transition écologique. Merci. Donc, ce qui montre, comme on le disait, que la fonction publique s'adapte aux enjeux en permanence. Alors maintenant, nous allons évoquer les défis finalement internes à la fonction publique. On parlait de perte d'attractivité, d'évolution du management, des ressources humaines, nouvelles attentes aussi également des nouveaux arrivants. Alors, je vous demandais également, les uns après les autres, on va commencer par Mathilde Icard, en restant assez concis parce que le temps passe très vite, sur la façon dont chaque versant en fait essaye, quelles mesures sont prises pour répondre, justement améliorer l'attractivité de la fonction publique. Donc, le salon d'aujourd'hui en est un très bon exemple. Et comment adaptez-vous aussi, par exemple, au mode de recrutement en prévision des nombreux départs à la retraite qui se profilent? Merci. Rapidement, donc un défi commun, celui de l'attractivité, de pouvoir répondre justement aux nombreux départs dans les prochaines années et des travaux notamment sur les modalités de recrutement. Clarisse, vous le disiez, il y a plusieurs façons en fait d'accéder à la fonction publique et donc potentiellement plusieurs publics. Le public des jeunes au travers déjà de la connaissance de la fonction publique avec les stages, avec les ministres en ont parlé, le lien avec les lycées pour faire connaître la fonction publique parce que ça c'est vraiment un enjeu, enfin il y a encore trop peu de personnes qui connaissent la diversité de ces métiers. La voie d'accès aussi de l'apprentissage qui fonctionne très bien on en parlera un petit peu après, dans l'ensemble des versants et la voie du contrat qui est aussi une voie possible et puis la voie du concours. Je m'arrête juste 2 minutes sur cette voie qui est encore la voie majoritaire d'accès au sein de la fonction publique avec des travaux qui sont conduits, mes collègues des versants territoriaux et hospitaliers pourront en parler aussi, dans l'ensemble de la fonction publique. Comment faire en sorte que nos concours soient le plus adaptés possible aux besoins des employeurs et au profil des candidats, que ce soit des épreuves qui ne soient pas académiques. Quand on a fait des études au sein d'une université, qu'on a son diplôme, c'est pas la peine en fait de refaire une évaluation qui a été sanctionnée par un diplôme. Donc nous, ce qu'on cherche au travers d'une démarche globale qui a été impulsée en 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne, c'est de travailler sur des épreuves qui soient plus professionnalisantes. Je vous donne un exemple, ça s'est traduit notamment pour l'accès au concours des IRA, dont l'un des sites va être implanté à la rentrée d'octobre ici à Nanterre, par la suppression du QCM, qui a permis notamment de passer de 6 800 candidats en 2024 à 11 000 cette année, parce qu'en fait, nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas des gens qui répondent à question pour un champion. Ce qu'on recherche, ce sont des personnes qui ont l'esprit critique, qui vont ensuite, en l'occurrence, rentrer, je pense que Yannick pourra en parler, dans des écoles de formation, qui vont être formés à une culture commune et qui ont l'engagement, le sens du service public. Je dis juste aussi un mot sur les enjeux d'inclusion. La fonction publique est aussi une fonction publique inclusive. D'ailleurs, vous avez des stands sur ces enjeux-là au sein du salon. Quand on est en situation de handicap, il y a des aménagements possibles au travers des concours. Il y a aussi des voies d'accès spécifiques qui permettent de lever en fait tous les handicaps potentiels et de garantir l'égalité d'accès. Aujourd'hui, dans la fonction publique, dans déjà 2 versants, on dépasse le taux d'emploi de personnes en situation de handicap, plus de 6% dans la territoriale hospitalière, bientôt dans la fonction publique d'État, qui montre bien l'engagement commun en direction de ces enjeux d'inclusion.
Merci. Thierry Sénamo, comment la fonction publique territoriale, justement, répond-elle à ces défis d'attractivité? Vous le disiez, en plus, vous, c'est vrai qu'il y a une particularité, 70-75% d'agents de catégorie C, donc c'est encore une autre approche en matière de recrutement. La problématique d'attractivité, elle est identifiée déjà depuis plusieurs années. On s'est interrogé, si j'ose dire, sur toutes les questions, y compris notamment en termes de voies de recrutement. Est-ce que le concours ne devrait pas être aménagé, etc. Ce type de problématique que vient d'évoquer Mathilde faisait partie effectivement des questions qu'on se posait pour essayer de déceler les raisons d'un manque d'attractivité. En tout cas, le constat, il est clair, on a des besoins non pourvus. Donc là encore, des opportunités, j'insiste toujours sur ce terme, mais en 2023, 83% des offres d'emploi qui ont été publiées ont été pourvues, ce qui signifie que 17% des emplois n'ont pas été pourvus. Ça représente tout de même un vivier en termes d'attractivité. Il faut aussi, et je crois qu'on y participe aujourd'hui, à l'occasion de ce salon, évacuer certaines idées reçues concernant aussi le cadre statutaire. Le statut, c'est un garant de l'indépendance des fonctionnaires, de l'égalité de traitement, de la continuité du service public. Il faut lutter contre cette idée, et le fonctionnaire bashing en particulier. Il faut aussi, en matière d'attractivité, effectivement, réfléchir à lever certains freins au recrutement, d'où l'ensemble des aménagements qu'évoquait Mathilde en matière de concours, qui reste effectivement la voie de principe, mais qui n'est pas la seule voie d'accès. Vous l'avez dit également, le recrutement de contractuels est également une possibilité d'intégrer la fonction publique, puis après d'être titularisé en passant par exemple un concours interne ou voire en poursuivant sa carrière en tant que contractuel. On réfléchit actuellement avec le gouvernement avec des possibilités aussi d'offrir de meilleures perspectives d'évolution professionnelle, pas de perspectives de carrière qui sont réservées aux fonctionnaires au sens propre du terme, la carrière, mais des perspectives d'évolution professionnelle aux contractuels qui représentent tout de même 25% des effectifs. Et puis dans la fonction publique territoriale, vous l'avez rappelé, Clarisse, comme il y a plus de 70% de catégorie C, il y a aussi une voie d'accès particulière qui est le recrutement direct, sans concours, mais on devient tout de même fonctionnaire. Alors, au-delà de ça, concernant les voies d'accès, on peut aussi insister en termes d'attractivité sur la politique de rémunération. Bon, on le sait, les marges de manœuvre sont réduites, mais il y a aussi un nouvel instrument qui mérite d'être mis en œuvre et qui a commencé à se répandre, notamment en matière de protection sociale complémentaire, mais je pense ici en matière de rémunération, et je pense plus particulièrement aux accords collectifs. C'est un fantastique outil pour les collectivités de prévoir une politique de rémunération sur un plus long terme et en même temps de faire vivre le dialogue social. Donc de créer un climat dans la collectivité et d'offrir aussi, autant que faire se peut, des perspectives en matière de rémunération pour les agents. Ça passe également l'attractivité par le fait de faire connaître des conditions de travail qui sont valorisables. Donc ça passe encore là également par la détermination des conditions collectives de travail, un dialogue social qui va permettre, par exemple, je reprends mes exemples, de conclure des accords au sein d'une collectivité en matière de télétravail, en matière de prévoyance, en matière de santé, donc de protection des agents, en matière de rémunération. Tout ça, ce sont des éléments d'attractivité à faire connaître. Et donc j'en viens par exemple à certaines initiatives telles que tout ce qui tourne autour de la marque employeur, où les collectivités ont à charge de faire connaître justement à quel point il est intéressant de travailler pour leur mission, selon leur catégorie de collectivité, vous connaissez commune, département, région, pour schématiser l'intérêt de ces missions, faire valoir le service public, et puis l'intérêt de travailler au sein de cette collectivité qui est à faire connaître via des initiatives de développement de marque employeur. Oui, qui se développe, et on parle de plus en plus de marque employeur. Ça se fait quelque temps qu'on le dit, c'est plus un gros mot dans la fonction publique. Et c'est vrai que, notamment au sein de la fonction publique territoriale, il y a de plus en plus de collectivités qui innovent, qui communiquent sur les réseaux sociaux pour justement recruter et attirer les candidats. Zéna Briette, je vous posais la même question pour la fonction publique hospitalière et vous demandez aussi comment vous adaptez aussi vos modes de fonctionnement, ce qui n'est pas forcément évident dans les établissements hospitaliers, pour répondre aux attentes aussi des jeunes générations, notamment en termes d'équilibre vie pro, vie perso. C'est pas forcément évident dans l'hospitalière vu les contraintes horaires.
autant vous dire que, et je pense que c'est l'ensemble de la fonction publique, nous sommes extrêmement ingénieux, nous les fonctionnaires et les employeurs publics également. Tout d'abord, dire qu'un des premiers, et ça a été vraiment révélé avec la crise sanitaire, c'est l'enjeu sociétal et la relation au travail et au meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et là, nous avons déployé des mesures organisationnelles sur tous les territoires, passant par la semaine de 4 jours, les journées de 10 heures, les journées de 12 heures, pour faire en sorte que cet équilibre soit réalisé et en tout cas faire en sorte que nous ayons une attractivité en la matière. Et on peut dire aujourd'hui que c'est le cas puisque nous avons une chute de 50% des postes vacants d'infirmiers. Le deuxième, c'est ce qui caractérise aussi ces emplois, il faut absolument pouvoir le maintenir dans le domaine de la santé, c'est l'innovation et le portage de projets collectifs à l'échelle d'un service, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'un territoire. Et là encore, ça fait l'objet d'accompagnement et de remise de prix. Nous sortons d'une semaine du salon Santé Expo et là, nous avons eu le bonheur de primer beaucoup d'équipes qui sont venues présenter leurs projets, qui ont donné envie à d'autres. Donc ça passe par à la fois l'organisationnel, l'innovation et puis la possibilité de développer un parcours professionnel. Et là aussi, nous consacrons énormément de moyens, jusqu'à 3% de la masse salariale à la formation et à la formation professionnelle. Et donc, on peut avoir fait des études paramédicales à 21 ans et puis devenir à moins de 30 ans cadre de santé. Et on peut même devenir à 25 ans cadre dirigeant en passant le concours de directeur d'hôpital ou de directeur d'établissement sanitaire et social. Je vous remercie. Alors, on va passer maintenant, alors on a pris énormément de retard à la seconde séquence, en fait, comment, en fait, pourquoi et comment, enfin, le pourquoi on l'a déjà un peu abordé, rejoindre le service public. Alors, les opportunités qu'offre la fonction publique, bon, on les a déjà quand même pas mal abordées. Je voudrais vous faire intervenir Yannick Giraud en tant que directeur du réseau des écoles de service public. Vous êtes un fin observateur de ce que peuvent, a priori, vu votre position, des aspirations, en fait, peut-être des jeunes générations. Vous avez une vision relativement globale. Donc déjà, avant d'aborder les voies d'accès, comment les écoles de service public s'adaptent, comment vous voyez évoluer éventuellement les aspirations des jeunes générations par rapport à la fonction publique, toujours, bien sûr. Oui, c'est une très belle question parce qu'on le voit bien et on le partage ce matin. Il n'y a pas de fatalité. Il faut aller chercher, au titre de l'attractivité, ceux et celles qui veulent travailler pour des valeurs. Voilà. Nous n'avons pas un produit à vendre, même si avec, je crois, beaucoup d'intuition, on a su rejoindre la démarche de la marque employeur. Nous, notre marque employeur, ce sont les valeurs du service public. Elles étaient rappelées tout à l'heure par Monsieur le Ministre. Et ça a plein de sens parce qu'on voit que lorsqu'on se donne la peine d'aller dans les lycées, d'aller dans les universités, les IUT, tout de suite, on rencontre de l'intérêt de dire « venez travailler dans telle ou telle de nos administrations, dans les 3 versants de la fonction publique, parce que nos grandes valeurs, bien, c'est celles du service public. » Et lorsqu'on les explique, on voit qu'on a de l'intérêt, on a de l'appétence et on rapproche. C'est très curieux dans un monde où on publie beaucoup, où on communique énormément, comment les valeurs du service public, et parfois le service public lui-même, est devenu invisible à nos jeunes. Il n'est qu'à regarder parfois à nos propres tables familiales, on voit bien que spontanément, ça ne réagit pas. Si par contre, on va chercher ce que nous faisons les uns les autres au titre des valeurs, au titre de l'éducation, au titre de la sécurité, au titre de la santé, et tous ces formidables métiers que nous représentons, dans un principe qui respecte les personnes, avec beaucoup de bienveillance, avec un principe d'organisation, avec un principe où également tous les collaborateurs, tous les agents publics sont les bienvenus, alors on voit qu'on a des leviers, on a des vraies capacités à rencontrer un succès. On le voit bien au travers du réseau des écoles de service public que j'ai le plaisir de conduire. On le partageait encore il y a quelques jours à l'IH2F à Poitiers. Il n'y a pas de fatalité. Il y a simplement un état de mobilisation qui nécessite pour nous
cette sincérité dans le discours. Donc pas forcément de dire que tout est facile, qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas des lenteurs, qu'il n'y a pas des verticalités. Oui, ça existe, mais je pense comme dans le monde du travail d'une manière générale. Mais qu'à l'inverse, nous sommes portés par ces valeurs et qu'on peut faire un bout de chemin ensemble. Et c'est très important parce que ça rejoint nos écoles, qui ne sont pas tant des écoles associées au concours, même si c'est la voie d'accès largement principale encore aujourd'hui, mais nos écoles sont orientées vers la formation et sont les bienvenus, quels que soient ceux qui viennent à travers les modalités des concours, les voies de contractuels, les voies du contrat direct, les alternants, les différents modes d'apprentissage. Et là, on voit qu'on touche un très large public. Et souvent, ceux qui nous rejoignent à travers ces modes, qui ne sont pas directement ces modes du concours, in fine, au bout de quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, vont passer le concours. Parce qu'il y a eu un déclic, il y a eu un regard qui a été porté, différent de celui peut-être que le commun des mortels pourrait considérer au regard de la fonction publique. On y a trouvé de l'intérêt et on veut y rester. Je vous remercie. Alors, avant d'aborder les voies d'accès, je voudrais venir avec vous, Isabelle Brault-Le Maire, puisqu'en fait, dans les écoles de service public, il y a notamment certaines grandes écoles, pour reprendre la terminologie typiquement française, telles que l'INSP, Exena, ou d'autres écoles comme le HESP, enfin bon. Voilà, et en fait, on parlait d'opportunités qu'offre la fonction publique, et c'est vrai que généralement, on ne parle pas toujours beaucoup de l'encadrement supérieur en tant que tel ou du management qui évolue aussi énormément. Donc je voulais, voilà, on ne parle pas beaucoup des cadres supérieurs de la fonction publique en fait, dans le langage grand public. C'est plutôt une terminologie qu'on utilise pour le secteur privé. On aime bien le mot haute fonction publique. Oui. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Parce que là aussi, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Donc la haute fonction publique, je n'y reviendrai pas, mais Mathilde l'a cité, on peut accéder à la haute fonction publique. Je dis haute fonction publique parce que c'est dans le langage courant ce qu'on dit quand on pense aux hauts fonctionnaires. D'abord, il y a des voies d'accès directes et puis il y a aussi la promotion interne qui peut vous y amener. Et vous avez cité effectivement l'INSP, Exena et puis les écoles d'ingénieurs. Et allez sur les stands, vous découvrirez les différentes opportunités. Et on occupe, c'est quoi finalement être un haut fonctionnaire? Eh bien, on occupe des fonctions, on est conduit à occuper des fonctions d'encadrement et même de cadre dirigeant. On peut être préfet, ambassadeur, recteur, directeur d'administration centrale, directeur des finances publiques, je ne voudrais pas les oublier. Donc, c'est des fonctions qui peuvent être à la fois dans les services déconcentrés, en administration centrale, elles peuvent être au service de politiques publiques, mais aussi on peut être fabricant de services publics, on peut mettre en œuvre des politiques publiques, c'est quelque chose de très varié. Et quand vous dites on se modernise, tout n'a pas été rose sur la haute fonction publique, et puis je ne veux pas revenir sur le débat de la haute fonction publique, mais on a été un peu chahuté ces derniers temps, et donc on s'est remis en cause. Et parmi les grandes orientations qu'on a, et qui commencent en tout cas à produire leurs effets, il y a la première, c'est on décloisonne nos univers, on a été trop cloisonnés, tu l'as dit Annick tout à l'heure, donc on veut se décloisonner et on veut décloisonner aussi les parcours et diversifier les parcours des cadres supérieurs. Donc ça crée des opportunités nouvelles, ça rencontre des aspirations de la jeune génération. Quand on était à notre époque, parce qu'Yannick et moi on est un peu de la même époque, on rentrait à la DGFiP pour finir à la DGFiP, plus personne n'a envie de ça. Enfin je parle pour eux mais j'en sais rien finalement. Mais beaucoup n'ont plus envie de ça et ils ont envie de connaître des univers différents. Et par ailleurs on s'aperçoit qu'avoir des publics qui traversent les organisations, ça crée de la fraîcheur, ça favorise la collaboration entre nos différentes institutions. Et le deuxième objectif, je voudrais le citer, qui me tient particulièrement à cœur, j'ai un peu cité tout à l'heure, c'est qu'on change notre culture managériale. Vous l'avez cité, on a les mêmes que vous. Là, je viens d'en citer une de préoccupation, c'est la coopération. Il y a l'innovation et développer l'initiative, vous l'avez également cité. Et puis, à transformer. Et il faut qu'on ait une culture de la transformation. Et pour ça, je peux vous assurer qu'on y met toute notre énergie. Ça irrite toutes nos formations, nos cycles,
qu'on fait en général de manière interministérielle, voire interversant, précisément, la boucle est bouclée, pour qu'on ait, eh bien, finalement cette culture transversale et qu'on puisse décloisonner nos univers professionnels. Donc oui, il y a un vent de fraîcheur dans la haute fonction publique. Oui, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, même si peut-être pas encore, on n'a pas atteint l'objectif voulu, mais effectivement de mobilité interversant. Donc ça, faut pas l'oublier, on peut passer d'un versant à l'autre. Alors Yannick Giraud, je vais venir avec vous. Est-ce que vous pouvez on a un petit peu évoqué tout à l'heure, nous expliquer quelles sont les voies d'accès traditionnelles en fait, de la fonction publique. Et Mathilde Icard, après, peut-être vous pourrez un peu développer plus les prépas talents ou l'apprentissage, justement, tout ce qui est en train de se développer. Alors, il est clair, et on le voyait encore tout à l'heure dans les premières heures d'ouverture de ce salon de l'emploi public, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'interrogations. Mais c'est quoi finalement le concours? Parce que finalement, on a des titres universitaires, voilà, on a déjà travaillé, parfois on est en reconversion professionnelle, il y en a qui sont ici pour cela, qui disent, mais finalement, donc, il faut démystifier ce qu'est le concours, il faut expliquer, avec ces orientations qui étaient rappelées par Mathilde tout à l'heure, avec des épreuves qui n'ont pas pour vocation de revalider le niveau universitaire. On va aller chercher d'autres qualités, et c'est pour ça que la plupart des évolutions qui sont aujourd'hui conduites, c'était rappelé, c'est d'avoir des épreuves qui soient moins académiques, plutôt orientées vers les soft skills, d'où l'importance qui va être donnée à la partie des oraux, et puis on réfléchit même dans certains domaines d'activité, notamment ceux de l'informatique, à se dire, mais est-ce que l'évolution du concours, c'est pas une présentation de ces titres et un entretien? Est-ce qu'il y a forcément un écrit? Voilà, je pense qu'il y a des points d'évolution. Donc, au concours, on voit évidemment, alors selon nos répartitions de compétences au sein de nos écoles, certaines ont la compétence de la préparation au concours, parfois de la tenue des concours et de la tenue des jurys. D'autres fois, c'est au sein des administrations centrales ou selon les organisations. Ce qui est important, c'est de dire pourquoi le concours. Le concours assure ce principe d'égalité dans les modalités d'accès. Ensuite, il y a des évolutions, elles sont nombreuses et elles permettent aujourd'hui, alors cela dépendra évidemment des fonctions publiques auxquelles on s'adresse et des concours au sein de ces dernières, mais on est reparti dans la plupart des secteurs d'activité vers une hausse à nouveau des inscriptions au concours. Mais ça ne vient pas tout seul. Et puis il y a la voie plus nouvelle, selon les thématiques, moins nouvelles dans les domaines de l'informatique et du numérique qui très tôt se sont orientés vers la voie des contractuels, dont la contractualisation à durée déterminée, voire indéterminée. Et aujourd'hui, on a une extension de ces modalités qui permettent une véritable rencontre entre l'employeur et celui qui est prêt à venir collaborer. On peut discuter très concrètement de son lieu d'exercice professionnel. C'est souvent un plus que l'on cite par rapport au concours. Il y a cette diversité et qui s'est enrichie, notamment pour les plus jeunes, dès ce qu'on a appelé et qui continue à fonctionner. Et on a énormément de candidatures lorsqu'on voit ceux qui sont intéressés par les jeunes du service civique. Les modalités d'apprentissage apportent, et je reprends le mot d'Isabelle, une véritable fraîcheur. Voilà, quand on se retourne en arrière, on se dit même, mais comment avons-nous pu vivre aussi longtemps dans nos fonctions publiques sans avoir des apprentis, alors même qu'ils nous apportent des compétences, des talents, des envies tout à fait extraordinaires? J'ajouterais les alternants et puis tout un tas d'autres modalités. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, rejoindre la fonction publique, ce n'est pas simplement le concours, c'est une diversité de palettes en fonction de ce que l'on veut faire et des modalités dans lesquelles on souhaite les développer. Et sachant que les épreuves des concours, de plus en plus, sont revues et modernisées également. Et justement, est-ce que vous pouvez, Mathilde Icard, nous reparler du concours talent? Pas d'ailleurs des prépas talent et du concours talent. Oui, alors il y a peut-être certains préparationnaires qui sont dans la salle. Tout à l'heure, j'étais assise à côté de jeunes de prépa talent de Mayotte. Notamment, il y a plus de 100 prépa talent sur l'ensemble du territoire en France. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet et puis après, sinon aussi discuter sur les stands. Aujourd'hui, c'est 103 précisément prépa talent accueille 1600 élèves qui sont boursiers, qui perçoivent une bourse pour préparer
ces concours. Alors, plusieurs concours, les concours de la dite haute fonction publique, mais pas que, des concours aussi de catégorie A, des concours de catégorie B. Quand on a fait une enquête il y a 1 an et demi à l'attention, en direction des élèves des prépa talents, et plus de la moitié de ces élèves, à l'issue de la première année de préparation, avaient réussi un concours de la fonction publique. Donc c'est un bon taux et c'est une excellente préparation. Et c'est aussi surtout une préparation à côté de chez nous en général. Donc je vous incite vraiment à regarder pour être dans ce dispositif qui concerne, enfin qui a des critères notamment sociaux. La ministre Méadel l'a aussi cité, qui s'adresse notamment en priorité aux jeunes situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones rurales également, pour les jeunes aussi en situation de handicap. Donc, et puis, vous pouvez aussi potentiellement parler à ces 1600 élèves. Il y a pas mal d'ambassadeurs qui sont aujourd'hui élèves et puis qui sont sortis et qui ont réussi les concours, à qui vous pouvez vous adresser. Et je dis aussi un mot, Yannick Giraud a parlé de l'apprentissage, c'est aussi une belle voie, je trouve, d'accès pour se frotter à la fonction publique. C'est aussi une voie de formation pour préparer des diplômes, quel que soit le niveau. Renseignez-vous auprès des universités, notamment l'ensemble des CFA. Aujourd'hui, il y a une offre très importante d'apprentissage en direction du service public et donc des employeurs publics qui, chaque année, tous maintenant recrutent par la voie de l'apprentissage. Et il est même question d'en faire d'ailleurs une 4e voie d'accès. Voilà, c'est dans l'air. Alors nous arrivons au terme de cette table ronde. On a à peu près tenu le temps et donc je vais demander à chacun d'entre vous, c'est toujours la petite question, voilà, 1 euro de fin de table ronde en fait, de nous dire un peu, voilà, en un argument, un mot, pourquoi rejoindre la fonction publique. Thierry Sénabo. Rejoindre la fonction publique, c'est ouvrir une porte vers une carrière qui va évoluer certainement et qui va être variée, dans laquelle on va pouvoir occuper différentes fonctions tout au long de sa vie, ne pas s'embêter surtout, avoir de véritables opportunités et puis travailler au service de l'intérêt général et de ses concitoyens. Merci. Sénat Briette. C'est un engagement plein de sens, c'est une aventure humaine. Et c'est le champ de tous les possibles en termes d'évolution personnelle et professionnelle. Merci. Isabelle Brunner. Un mot, hein, vous avez dit. Oui, un argument. Donc moi, je dirais un magnifique terrain de jeu. Merci. Mathilde. Moi, je vais dire plus de mots, mais je pense sincèrement, pour l'avoir vécu, d'ailleurs, j'ai commencé mes études ici à l'Université de Nanterre, donc c'est avec encore plus d'émotion. Je dirais parce que vous pouvez venir comme vous êtes et rester comme vous êtes. Merci. Yannick Giraud. Une locution pour un mot, avoir de l'envie. Parce que je pense que quand on a de l'envie, eh ben, on a des métiers formidables et des occasions de réussir extraordinaires. Je vous remercie. Alors maintenant, on peut prendre des questions de la salle. Alors n'hésitez pas, c'est vraiment l'occasion. La première question est toujours la plus difficile à poser, mais nos intervenants sont vraiment là pour vous. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle. Alors on voit des personnes bouger. Je pense qu'il y a un micro qui va arriver. Ah, voilà. Il y a un micro qui arrive. Bonjour, moi j'avais une question concernant, bon là on a beaucoup entendu parler de choisir le service public pour les jeunes diplômés et j'avais une question, quel est l'intérêt pour des seniors de choisir le service public après avoir fait une carrière dans le privé? Qui veut répondre? Merci. Je veux bien répondre sur le champ de la santé. J'ai eu l'occasion de rencontrer des seniors qui ont eu une carrière dans le secteur privé et qui avaient l'appétence et le goût des autres et qui ont souhaité se former et exercer des métiers du social et du médico-social.
Tout à l'heure, je parlais de rafraîchir les univers professionnels en utilisant des gens qui viennent d'univers un peu différents et la nécessité de décloisonner. Ça vaut aussi pour secteur privé, secteur public. D'ailleurs, nous, on favorise aussi les sorties des personnes du secteur public pour aller vers le secteur privé. Et l'inverse est vrai parce que ça contribue à l'enrichissement. Quand on dit qu'il faut qu'on soit au service des citoyens, qu'on soit au service, du coup, avoir le regard de l'usager et qu'il vienne dans nos services, c'est extrêmement précieux. Et je pense que c'est au regard de cela qu'il faut se féliciter qu'il n'y ait plus de limite d'âge pour les concours. On voit qu'on a une vraie possibilité. En tant que directeur de l'École nationale des finances publiques, je me félicite à chaque année de voir arriver des dizaines de personnes fortes de leur expérience professionnelle dans le privé et qui nous intéressent directement. Avoir été avocat, avoir été comptable d'entreprise, avoir été designer dans tel ou tel univers, ce sont des compétences vis-à-vis desquelles nous sommes capables de pouvoir décrire des métiers et des parcours professionnels. Donc je pense qu'il faut, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avoir de l'envie et se dire qu'il n'y a pas de fatalité et on peut toujours se remettre en cause. Et je pense que dans nos administrations et nos 3 fonctions publiques, il y a toujours une porte ouverte. Que ce soit via le 3e concours d'ailleurs ou le contrat. Oui, voilà, j'allais parler, il y a plusieurs voies. Il y a notamment cette 3e voie qui reconnaît dans les concours les activités privées notamment, mais aussi syndicales, politiques, et qui permet d'accéder par la voie du concours au statut de la fonction publique. En fait, le système, il est fait pour pouvoir entrer, bouger, rester ou être de passage. C'est aussi ce que permet le contrat. Donc on peut répondre à toutes les envies et toutes les envies aussi sur les bassins d'emploi, puisqu'on peut avoir envie de traverser la France, mais on peut aussi avoir envie de rester sur son bassin d'emploi. Et aujourd'hui, l'ensemble, au travers notamment de la plateforme Choisir le service public, vous pouvez vraiment voir l'ensemble des offres d'emploi, que ce soit par concours ou par contrat, à côté de chez vous. Et on voit souvent aussi beaucoup de candidats, on parle d'un certain âge, qui sont plus forcément jeunes, qui arrivent dans la fonction publique via le 3e concours ou autre, portés par le sens de l'intérêt général, justement. Voilà, c'est surtout pour ça. Je ne sais pas si, du coup, il y a une autre question. Oui. Allumé, oui. Voilà. Bonjour, Séverine Serge, je suis l'auteure et la fondatrice de la Fédération des juristes de France. Et je suis moi-même consultante. J'ai une question dans le prolongement de la question précédente et de vos réponses pour effectivement les seniors qui seraient particulièrement animés de l'intérêt général et qui voudraient rejoindre le service public. Il y a des questions qui se posent notamment lorsqu'on a eu un parcours de vie, parfois un parcours d'engagement aussi, d'engagement politique ou syndical. Donc vous n'avez pas abordé la question du devoir de réserve dans la fonction publique. Et donc, est-ce que vous pourriez éventuellement aborder cette question, parce que c'est une question de compatibilité ou d'incompatibilité parfois entre des profils seniors et quel que soit leur, comment dirais-je, leur engagement pour l'intérêt général pour rejoindre la fonction publique. Et le second aspect, qui est aussi le prolongement de l'intérêt des seniors et de leur comment dirais-je, de leur compatibilité parfois même intrinsèque avec l'intérêt général, mais qui les empêche de rejoindre la fonction publique, c'est aussi la question du conflit d'intérêts à partir du moment où, effectivement, on a eu une carrière, on s'est engagé, on a des contacts, on a un réseau, voilà. Donc, la question à la fois du devoir de réserve et à la fois du conflit d'intérêts dans, parfois malheureusement, l'engagement que voudraient prendre des personnes seniors et pour intégrer la fonction publique. Ok, merci. Oui, est-ce que ça peut constituer une barrière ou un obstacle? C'est un sujet très intéressant, très important, que je pense votre réseau de juristes travaille aussi
directement. Pour faire simple, vous avez employé ce terme de devoir de réserve qui est en effet le principe, l'un des principes, l'une des obligations de devoir des agents publics, qui parfois est confondu avec l'obligation au silence. Donc il y a vraiment deux choses. La réserve, c'est justement d'être sur la réserve et de ne pas... Mais je vais pas vous faire un cours puisque vous êtes aussi bien, voire même mieux, plus experte que moi sur ces sujets. Mais donc respecter justement les grands principes qu'a cité Yannick, d'impartialité, de neutralité, qui expliquent qu'on ne va pas prendre des positions, par exemple, politiques, on ne va pas aussi bien à l'extérieur que dans des sphères plus resserrées. C'est d'ailleurs un enjeu aussi sur la question des réseaux sociaux. Et moi, je crois que ce n'est pas un sujet senior, pas senior, c'est plus un sujet d'apprendre les codes et les règles liées au devoir de réserve. Et on arrive tout à fait à concilier la possibilité de parler. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je parle, je dis ce que je pense du modèle de la fonction publique, tout en respectant son devoir de réserve. Ce que vous mentionnez d'autre, qui est la question des obligations déontologiques, est un sujet primordial. D'ailleurs, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur ce sujet d'initiative citoyenne et qui donc touche en fait le cœur de la société, ces questions de déontologie. La déontologie, c'est la base du statut. Tout un système, là, on n'a pas vraiment le temps de développer, mais il y a tout un système en fait qui permet, quand vous pensez que vous avez potentiellement des conflits d'intérêts et qui vous empêcheraient de rejoindre tel ou tel poste, il y a tout un système de conseils, de déclaration d'intérêts, de faire appel aux déontologues qui sont présents dans l'ensemble des administrations publiques pour faire en sorte que votre fonction à venir soit compatible avec vos expériences passées ou en cours. Je vous donne un exemple qui est un outil très concret, qui est la question du déport. Quand on est en fonction et qu'on pense qu'on n'est plus à même d'être totalement objectif dans une prise de décision ou l'instruction d'un dossier, il y a des systèmes qui permettent de dire, moi, personnellement, Mathilde Icard, du fait de mon expérience passée, je ne vais pas être totalement objectif, je me déporte sur cette situation. Et c'est ce qui me permet d'être toujours là à mon poste et donc de ne pas avoir de portes qui sont fermées. Donc tous ces systèmes sont complètement pensés. D'ailleurs, il y a un stand de la Haute Autorité, la HATVP, pas très loin, là, vous pouvez aussi en discuter. C'est un principe de base qui fait écho à la question de la transparence et à la confiance de la société française en direction des serviteurs que nous sommes tous ici. Donc pas d'inquiétude, pour résumer, avec des dispositifs qui permettent de rejoindre la fonction publique. Isabelle Braun-Lebert. Ouais, pas d'inquiétude, tous les dispositifs existent. Pour autant, je mets une petite nuance quand même à ce que Mathilde dit, pour autant ce sont des vraies contraintes. Et de fait, mais qui sont totalement assumés. Et puis, pour le coup, ça, c'est pour rendre les... Enfin, on ne va pas revenir sur la nature de nos missions, mais c'est vraiment lié à la force de nos missions et au pouvoir qu'on a quelque part à travers ces missions. Donc, il y a eu des moments où certaines personnes, et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans la haute fonction publique, c'est-à-dire que ça devient un peu plus compliqué, qu'on n'a pas pu intégrer parce que la neutralité n'était pas possible sur les sujets. Donc, je ne voudrais pas dire que tout est possible parce que ce n'est pas vrai. Et c'est pas vrai, mais c'est du cas par cas. Il existe, et ça dépend de la situation, de l'engagement de la personne, de la visibilité qu'elle a. Et les contraintes, plus on monte dans la hiérarchie, plus les contraintes sont fortes. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Désolé, on n'a pu prendre que 2 questions. Peut-être qu'il y aura des personnes frustrées, mais voilà, on a pris un peu de retard. Désolé. Je vous remercie à tous et je remercie nos intervenants. Merci. Bon salon.